Donc, le CODEM est un centre technique dédié au développement et à l'évaluation technique, environnementale et sanitaire des écomatériaux pour le bâtiment. Donc, écomatériaux, c'est matériaux à base de biomasse, matériaux biosourcés, mais aussi à partir de matières recyclées ou à faible impact environnemental de manière générale. Donc, nous, notre métier, on n'est ni un industriel, ni un académique, on est un peu entre les deux, on fait le lien pour accompagner le développement des écomatériaux que vont porter différents industriels ou porteurs de projets. Donc moi, je suis Guillaume Delannoy, je suis adjoint responsable développement industriel et études au CODEM. On est deux grandes équipes au CODEM, la partie vraiment recherche et développement et la partie études que je co-dirige avec mon directeur Pierre Bonneau. Donc, le CODEM, nous, on intervient vraiment depuis l'idée jusqu'à la mise sur le marché des produits de construction pour le bâtiment. Quand un agriculteur ou une coopérative agricole ou un industriel vient avec un coproduit, un déchet ou une matière de manière plus générale à valoriser, on va déjà faire peut-être une étude de marché pour regarder le potentiel de développement de son produit dans différents types d'activités, différents types d'applications, pour pouvoir aussi l'aider voilà, à structurer un peu son idée. Ensuite, on va faire une étude de faisabilité, donc plutôt à l'échelle laboratoire et puis aussi peut-être technico-économique. Après, on va du coup faire vraiment l'étude R&D de manière un peu plus poussée. Donc, on a pour ça donc pas mal d'équipements pour faire le développement, mais aussi un laboratoire d'essai qui permet de caractériser les produits que nous développons. Et donc, ce laboratoire d'essai est en accrédité COFRAC. Donc, le COFRAC, c'est un organisme qui vient contrôler la qualité de nos mesures et de nos équipements, notre procédure de contrôle qualité sur notre laboratoire. Une fois qu'on a bien développé la partie R&D, on va passer au changement d'échelle, à la partie transfert industriel. Donc pour ça, on va s'appuyer notamment sur le BATLAB, qui est notre salle technologique qui fait 1700 mètres carrés, dans laquelle on a notamment 2 machines industrielles pour faire justement des pré-séries, des prototypes. On a une machine qui permet de faire des panneaux contre-collés, des panneaux sandwich, où on peut coller différents types de matières pour faire des panneaux de cloison, de faux plafonds, par exemple. Et puis aussi, enfin, avec voilà, une largeur qui va jusqu'à 1,20 m de large. Donc vraiment de la pré-série, des premiers prototypes à assez grande échelle. Et on a aussi une ligne qui permet de faire des blocs, comme des blocs par pain, mais du coup avec d'autres matières, des matières issues de biomasse ou de matières recyclées. Donc là, on a une vraie ligne industrielle qui est aussi là aussi légèrement adaptée pour faire du prototypage. Donc on peut très facilement changer de granulat, changer de liant, et donc ne pas arrêter une ligne industrielle classique. On peut vraiment jouer, entre guillemets, avec les différentes formulations sur cette ligne, même si du coup, c'est une vraie ligne industrielle. Donc, une fois qu'on a fait ce transfert industriel, on peut vraiment passer ensuite à la partie mise sur le marché. Premier point, c'est l'assurabilité. Donc, on est membre du réseau national d'accompagnement du CSTB, le RNA. Donc, on est représentant en région Hauts-de-France et Normandie de ce RNA. Donc, on accompagne en fait les porteurs de projets à obtenir leur avis technique ou leurs ATEX. Donc là, on les aide à voilà, identifier la liste d'épreuves, réaliser tous les essais dont ils ont besoin et puis préparer leur dossier qui sera ensuite soumis via le CSTB. Donc ça, c'est un premier élément qui est effectivement très important pour la mise sur le marché. Le deuxième point, c'est la partie, on va dire, environnementale, le calcul de l'empreinte environnementale de nos produits, des produits que nous développons. Donc, notamment, nous réalisons des FDES, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, sur les produits de construction. Donc là, notamment dans le cadre de la prochaine réglementation environnementale 2020, c'est des aspects qui sont extrêmement importants. Donc on fait à la fois de l'éco-conception à l'échelle de la R&D pour vraiment garantir qu'on a un produit avec le plus faible impact environnemental possible, et aussi du coup la réalisation de ces FDES pour après faire des ACV bâtiments que nous réalisons aussi par ailleurs. Après, on a toute une partie de phase de conseil et un axe aussi plutôt recherche d'intérêt général. Donc là, on monte des projets collaboratifs pour faire avancer un certain nombre de sujets, notamment sur ces matériaux à faible impact environnemental. On a deux gros axes, une partie qui est vraiment plutôt béton biosourcé. Donc on va incorporer en fait comme matériaux isolants différents types de granulats, donc soit des granulats à base de lin, par exemple ici, ou de colza. Donc on va récupérer les pailles et puis les incorporer les mélanger avec un peu de liant, un liant minéral souvent en base de chaux, pour faire ce type de produit. Donc on est sur ce qu'on appelle des bétons végétaux, c'est vraiment des isolants, hein, il ne faut pas l'imaginer comme un béton classique.
Donc, c'est historiquement le béton de chanvre qui est très développé en France depuis maintenant plus de 30 ans. Et donc, il y a d'autres matières aussi qu'on peut essayer d'intégrer comme ça dans les matériaux pour l'isolation dans le bâtiment. Donc, c'est des matériaux qui sont pas mal utilisés en remplissage. Donc, par exemple, sur le colza, aujourd'hui, c'est des filières qui sont pas forcément très développées sur la partie bâtiment. Donc, nous, on a différents projets qui se sont succédés depuis quasiment 10 ans, où on a du coup regardé la capacité de collecte de la paille sans dégrader la qualité des sols, la capacité de broyer cette paille et puis d'avoir des propriétés suffisantes, la partie formulation R&D, et puis ensuite la partie changement d'échelle, notamment sur notre ligne industrielle. Donc voilà un peu un des premiers exemples de matériaux sur lesquels on travaille. On travaille aussi sur le deuxième axe qu'on développe, c'est la partie plutôt panneaux contre-collés. Donc, on peut avoir, par exemple, ici, une sorte de cloison qui pourrait être faite avec un nid d'abeille. Et puis, ici, un panneau à base de fibres de lin. Donc, on vient, sur notre machine, par exemple, ici, donner un peu de résistance à ce type de plaque, notamment avec la structure nid d'abeille. Donc, on peut avoir voilà, quelques développements de produits de ce type. Voilà, par exemple aussi, on a pu développer pour un de nos partenaires, donc là, pour un de nos clients, donc un bloc à base de béton de lin. Et donc là, on accompagne aussi ce développement jusqu'à l'obtention de l'avis technique. Et donc, on a pu réaliser ici au CODEM un mur de démonstration donc qui fait plus de 5 mètres de long pour tester justement la pose, la mise en œuvre de ce bloc. Donc, de voir comment on peut l'ajuster lorsqu'on vient rajouter une fenêtre, lorsqu'on vient rajouter une porte. Voilà, ça fait partie des sujets aussi qu'on traite, de développer le matériau. Mais dans le bâtiment, ce qui est vraiment important, c'est aussi la mise en œuvre. C'est même peut-être presque plus la mise en œuvre. C'est vraiment un point qui est clé et dont on a vraiment fortement intérêt à travailler dès la conception du produit. Donc voilà, c'est aussi un autre exemple qui montre la vision globale que l'on a lorsqu'on fait du développement de matériaux. C'est aussi de l'inclure dans un système constructif, de réfléchir système constructif, parce que c'est ça qui est clé derrière dans la garantie des performances de ces produits. Ça va être un premier point, ça va être peut-être l'assurabilité, qui est vraiment le cœur un peu des freins, mais dans l'innovation en règle générale, c'est des choses qui doivent être forcément contrôlées, parce qu'on parle de sécurité des personnes. Et donc ça, c'est des efforts qui sont des fois très compliqués pour des petites structures ou pour des matériaux développés à l'échelle vraiment très locale. Il y a des fois un peu on va dire ce frein-là qui est vraiment le côté assurantiel, au moins pour massifier ces solutions. Parce qu'après, on peut toujours avoir des négociations avec les assureurs sur des projets de manière très locale. C'est vrai que si on veut commencer à massifier ces solutions, on a vraiment la nécessité d'avoir ces avis techniques pour déployer, notamment sur des bâtiments publics, des bâtiments recevant du public. C'est quand même des vrais sujets et des vrais enjeux. Un autre sujet aussi, c'est la mise en œuvre, parce qu'il y a des fois sur des matériaux type béton végétaux, type construction paille, il y a une méthode de mise en œuvre qui est particulière et qui doit être maîtrisée pour éviter tout sinistre. Donc là, il faut aussi continuer un peu la formation des artisans, donc à la fois la formation initiale pour mieux les sensibiliser dès le départ sur ces nouvelles techniques constructives, entre guillemets, mais aussi du coup la formation continue d'artisans qui se posent aujourd'hui des questions. Voilà, si j'ai un isolant à base de bois, est-ce que je le pose comme un isolant type laine minérale? Et puis, il y a aussi, quelque part, sur le matériau biosourcé, encore une appréhension un peu sur la durabilité de ces produits. Bon, ça se discute. Par exemple, la tenue au feu est très bonne sur la construction paille, comme sur la construction béton de chanvre. Donc voilà, ça montre qu'il faut encore lutter contre des a priori. Il manque pas grand-chose. Il y a aujourd'hui beaucoup de produits qui sont déjà sur le marché, qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, par exemple, le CODEM a sorti un guide de la rénovation sur les matériaux biosourcés pour la rénovation de parois, pour justement montrer, mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, il y a des solutions techniques qui existent, qui sont assurées, qui sont couvertes sous avis technique, qui ont des bonnes performances techniques et environnementales, et qu'entre guillemets, il n'y a plus qu'à y aller. Il faut vraiment voilà, trouver les acteurs, continuer à massifier ces solutions pour aussi baisser un peu les coûts, parce que ça va passer par la massification, et puis continuer à développer le retour d'expérience pour développer ce type de produit. Peut-être un point qui est à la fois un levier et un frein, c'est que ce qui est intéressant dans le matériau biosourcé, c'est d'avoir une ressource locale et d'utiliser pour la construction locale une ressource locale, donc d'utiliser par exemple
dans le sud de la France du riz de Camargue pour faire un isolant, ça a du sens. Donc, l'avantage du biosourcé, c'est d'être sur de la ressource locale et donc du coup, même environnementalement parlant, ça a du sens. Mais après, aujourd'hui, il y a des fois un déséquilibre entre la faisabilité technico-économique de développement d'industrie et de processabilité pour avoir des matériaux performants et de qualité, et la volonté d'être dans de l'ultra local qui des fois rend on va dire économiquement difficilement viable certains sujets. Donc c'est là aujourd'hui où il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de sujets de réflexion à avoir sur la structuration de ces filières et puis de bien les définir dans une échelle locale qui a du sens environnementalement parlant et économiquement parlant aussi. C'est important déjà dans un premier temps d'avoir un cahier des charges qu'on est maître d'ouvrage, hein, qui soit assez bien défini, en prenant vraiment directement en compte le, le matériel biosourcé et le système constructif, parce que ça arrive des fois qu'en fait ça colle pas vraiment parce que le matériau n'était pas forcément adapté, parce qu'il y avait finalement un besoin d'avoir une structure béton qui n'était pas compatible avec telle ou telle mise en œuvre derrière d'autres produits. Effectivement, sur des bétons végétaux ou la construction paille, on ne peut pas arriver un peu derrière à la fin d'un projet en disant bah, on va faire ça comme ça. Il y a des choses à prévoir, on va être en amont. Donc aujourd'hui, voilà, il existe des DTU, il existe des avis techniques, il y a des gens qui sont formés sur la pose de ces matériaux. Donc entre guillemets, il n'y a vraiment plus qu'à y aller. Ensuite, ce qui est vraiment aussi important, c'est de bien identifier peut-être des maîtres d'œuvre ou des architectes ou des artisans qui sont en capacité de mettre en œuvre ces matériaux ou de les proposer. Parce que là aussi, si c'est des personnes qui ne maîtrisent pas trop ces sujets-là, bah, il peut y avoir un peu de bricolage et puis finalement, ou de petites erreurs en fait, de compatibilisation entre des systèmes constructifs et certains matériaux, qui fait que le contrôleur technique, à la fin, va exclure la solution du bâtiment. Donc, pour les personnes vers qui se tourner, ça va être principalement, effectivement, il y a des antennes locales, il y a des associations. Normalement, sur à peu près chaque territoire, il y a des gens qui peuvent répondre à différentes questions sur ces écomatériaux et puis qui auront aussi la vision locale de ces solutions-là. Il ne faut pas hésiter à aller les chercher pour bâtir votre projet dans les meilleures conditions possibles, encore une fois. Et puis enfin aussi, les meilleurs prescripteurs de matériaux, bah, c'est les fabricants de matériaux qui peuvent aussi avoir pas mal de références. Vous communiquez des artisans qui sont dans la région, qui sont capables de poser ces produits. Donc, c'est aussi potentiellement un bon relais à contacter. C'est des matériaux qui sont quand même relativement nouveaux, donc il n'y a pas encore de filière, il n'y a pas encore de bâtiments déconstruits. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de solution clairement établie sur un certain nombre de sujets. Donc, par exemple, à l'ECODEM, avec l'IMT Lille-Douai et EVA, on a déposé un projet pour regarder les voies de valorisation possibles en fin de vie des bétons végétaux. Parce que déjà, juste sur ce matériau, il y a déjà énormément de choses à regarder. Est-ce que c'est compostable? Est-ce qu'on peut le valoriser énergétiquement? Est-ce qu'on peut le recycler? Ça, c'est des questions aujourd'hui où il n'y a pas beaucoup de données scientifiques. Et donc, il faut commencer par là pour préparer les filières qui vont un jour avoir ces gisements, mais aussi mieux éco-concevoir nos produits. Parce que si on sait que tel liant ou tel adjuvant peut être problématique pour la fin de vie, autant l'anticiper dès la conception et ne pas les inclure dans les produits qui sont aujourd'hui produits et qui seront déconstruits dans 50 ans. Donc pour nous, c'est extrêmement important de commencer à cette réflexion-là. Et puis le dernier point qui est aussi extrêmement important pour les filières, c'est ces FDES, ces fameuses fiches de données environnementales et sanitaires, qui seront de plus en plus utilisées dans le bâtiment pour mesurer l'impact environnemental des bâtiments. Et donc, si on a aujourd'hui une solution de fin de vie qui est par défaut l'enfouissement, qui est pas bonne environnementalement parlant, il faut commencer à mieux réfléchir à ces questions de fin de vie pour baisser l'empreinte environnementale du produit et donc aussi du bâtiment. Donc, il y a pas mal d'enjeux, à la fois les gisements, mais aussi dès aujourd'hui l'éco-conception et améliorer les FDVS.